Bonjour tout le monde. Alors aujourd'hui, on plonge direct dans un sujet fascinant. On va totalement démystifier les soins à apporter aux reptiles. L'idée de cette présentation, c'est vraiment de passer des clichés un peu romancés, vous savez, le côté mini-dinosaure à la maison, à une vraie maîtrise scientifique de leurs besoins réels. On a rassemblé toutes ces données, parfois un peu complexes, pour en faire un guide visuel super simple, clair et dynamique. C'est parfait si on veut démarrer du bon pied. De leur biologie incroyable jusqu'à la construction du vivarium parfait, on va absolument tout voir. Mais bon, avant même de penser à construire quoi que ce soit, il y a une question toute simple mais fondamentale qu'il faut se poser. Est-ce qu'un reptile, c'est vraiment le compagnon idéal? C'est vrai, l'idée d'avoir une petite créature exotique chez soi, c'est super captivant. Par contre, l'image qu'on s'en fait et la réalité du quotidien, eh bien c'est souvent un monde à part. Donc regardons les faits, juste les faits, en toute objectivité. Prenons par exemple un iguane vert pour les lézards ou un python royal côté serpent. Le contraste entre leur beauté, qui est indéniable, et la complexité de ce qu'ils réclament au quotidien est assez frappant. Ces animaux font partie de grands groupes qui nous rappellent une vérité incontournable. Leurs besoins sont ultra spécialisés. Et attention, recréer leur environnement naturel de manière scientifique dans un salon, ça peut vite devenir un vrai gouffre financier. Ensuite, on a un autre grand groupe, celui des chéloniens. Un mot un peu technique pour désigner des merveilles comme la tortue boîte. Là, il est crucial de bien faire la différence entre les tortues terrestres, semi-aquatiques et aquatiques. Mais le truc super important à retenir ici, c'est qu'aucun de ces reptiles n'est ce qu'on appelle un animal câlin ou interactif. N'espérez pas qu'il rapporte la balle. Penser qu'on va tisser une relation affective forte avec eux, c'est de l'anthropomorphisme. Au mieux, ils tolèrent d'être manipulés, même si, pour être tout à fait juste, certaines tortues affichent parfois des personnalités bien marquées. Du coup, ça nous amène à un petit choc de réalité. Adopter un reptile, ça veut dire accepter des règles d'hygiène hyper strictes. Pourquoi? Eh bien à cause de la fameuse bactérie salmonelle qu'on peut retrouver dans leurs excréments. Ensuite, le repas. Il faut clairement avoir l'estomac bien accroché parce qu'on parle de manipuler des rongeurs morts ou de gérer des insectes vivants. Et puis parlons sécurité. Entre les griffures profondes, les gros coups de queue des grands lézards, les risques d'étouffement ou même les morsures de serpents, bref, c'est une passion fascinante, oui, mais qui demande d'être très responsable. Et puis, il y a un détail qui surprend presque toujours, la croissance. Quand on achète un petit iguane vert juvénile, il tient littéralement dans le creux de la main. C'est mignon comme tout. Mais adulte, ça peut atteindre 1,80 m de long. Le python birman, c'est encore autre chose. Il peut grimper jusqu'à 4,60 m. Alors avant même d'acheter un joli petit terrarium pour commencer, il faut réaliser l'espace gigantesque dont l'animal aura inévitablement besoin plus tard. On parle presque de lui dédier une pièce entière. On passe à la première grande partie, leur biologie et leur anatomie unique. Comprendre comment fonctionne leur corps, c'est vraiment la clé pour réaliser à quel point leur habitat doit être spécifique. Le concept numéro 1 à retenir de toute cette explication, c'est que les reptiles sont des organismes dits ectothermes. C'est le mot savant pour dire à sang froid. En fait, contrairement à nous les mammifères qui avons un genre de chauffage central intégré, les reptiles, c'est plutôt comme des smartphones. S'il fait froid, la batterie se vide et ils s'éteignent. Ils sont littéralement incapables de générer leur propre chaleur corporelle. Ils dépendent à 100% de sources externes, comme le soleil, pour recharger leur batterie. Sans ça, leur métabolisme fait tout simplement pause. Et ça nous amène à une autre différence anatomique incroyable, leur peau. On a tendance à l'oublier, mais contrairement à nous qui transpirons, la peau d'un reptile est très sèche. Elle est même littéralement repliée sur elle-même pour former ces fameuses écailles. C'est une véritable armure naturelle, c'est magnifique, mais attention, cette structure demande des niveaux d'humidité très très précis dans l'air environnant pour rester en parfaite santé. En lien avec ces écailles, il y a ce qu'on appelle l'ecdysis. Ça, c'est le terme scientifique pour parler de la mue quand ils changent de peau. Un autre truc fascinant de leur anatomie, c'est le cloaque. Pour faire simple, c'est un seul et unique orifice qui sert à la fois pour la digestion, la reproduction et le système urinaire. D'ailleurs, quand on nettoie un terrarium, on remarque que les excréments sont assez spéciaux. Ils sont souvent en 3 parties, des fesses solides, des urates tout blancs qui ressemblent un peu à de la craie et parfois de l'urine liquide. Ce qui nous amène à la deuxième grande partie, notre plan d'action pour construire l'habitat parfait. Sachant qu'un mauvais environnement cause la majorité de leurs maladies et un gros stress immunitaire, voyons exactement comment aménager tout ça. Alors, quelles sont les bases du vivarium idéal? Première règle d'or à ne jamais oublier, les reptiles ne sont pas des animaux sociaux. Il faut impérativement les garder seuls, sinon c'est un stress énorme garanti. Ensuite, la forme de la cage dépend totalement de qui y habite. S'il aime grimper aux arbres, il faut beaucoup de hauteur. S'il reste au sol, une grande surface plane. Et s'il est aquatique, des bassins. Et bien sûr, on n'oublie pas des parois solides, des portes coulissantes super sécurisées et de très bonnes grilles de ventilation.
Pour ce qui est de la déco intérieure, on commence par le fond, le substrat. Écoutez bien, fuyez le gravier ou les petites pierres. S'ils en avalent, ça peut provoquer une occlusion intestinale fatale. Aussi surprenant que ça paraisse, le bon vieux papier journal est souvent la meilleure option. Ça ne coûte rien, c'est facile à changer et c'est digeste en cas d'accident. Ensuite, on ajoute du mobilier sûr, comme des cachettes et des branches solidement fixées. Enfin, l'hydratation, qui est vraiment du sur-mesure. Par exemple, un caméléon ne boira que les gouttelettes sur les feuilles, alors qu'une tortue terrestre aura besoin d'être immergée dans de l'eau peu profonde, environ 3 fois par semaine pour s'hydrater. Maintenant, pour que nos petites machines à énergie solaire fonctionnent, on doit leur créer une ZTPO. C'est la zone de température préférée optimale. En gros, on leur offre un buffet de température dans le vivarium, avec un coin bien chaud et un coin plus frais. L'objectif, c'est que le reptile puisse atteindre sa TCP, sa température corporelle préférée. C'est le point magique où son système immunitaire, sa digestion et la reproduction fonctionnent à merveille. Si on n'atteint pas cette température, tout le système se met en veille. Et pour réussir ce fameux gradient de température parfait, il nous faut 2 sources de chaleur. D'abord, la chaleur primaire. C'est la température ambiante de fond qu'on obtient souvent avec un tapis chauffant ou un radiateur en céramique qui n'émet pas de lumière. Par-dessus ça, on ajoute la chaleur secondaire, un point très chaud pour le lézardage, un peu comme un spot de bronzage. Mais attention, le point crucial absolu, c'est la surveillance. Il faut impérativement des thermomètres capables d'enregistrer les maximums et les minimums reliés à de bons thermostats. Ce n'est pas une option, c'est littéralement une question de survie. La chaleur, c'est bien, mais ça ne sert à rien sans la bonne lumière. Les reptiles sont hypersensibles à la durée du jour, la photopériode, donc il va falloir investir dans des minuteries très précises. Pour vous donner une idée, l'horloge biologique d'une espèce tropicale dicte environ 13 heures de lumière en été et 11 heures en hiver. Pour une espèce des climats tempérés, on monte à 15 heures de lumière l'été, avec des transitions douces au printemps et à l'automne. C'est une vraie formule mathématique qui maintient leur santé. Et la qualité de cette lumière est tout aussi scientifique. Il y a les rayons UVA, entre 320 et 400 nanomètres, qui vont stimuler leur comportement naturel et la reproduction. Et puis il y a les UVB, et là, on ne rigole pas, c'est une question de vie ou de mort. C'est ce qui leur permet de synthétiser la vitamine D3 pour fixer le calcium et avoir des os solides. Le grand secret, c'est la distance. La lampe à large spectre UVB doit absolument être placée à moins de 30 cm de l'animal. Et autre chose, son pouvoir invisible s'épuise très vite. Après 6 mois, elle ne sert plus à rien. Il faut donc impérativement la remplacer 2 fois par an. On arrive enfin au dernier grand pilier environnemental, l'humidité. En règle générale, on vise une humidité relative entre 50 et 70%, mais bien sûr, un animal de la forêt tropicale en demandera beaucoup plus. Une super astuce, c'est d'ajouter une chambre humide dans le vivarium, comme une petite boîte avec de la mousse. C'est génial pour les aider à se débarrasser de leur vieille peau pendant la mue. Mais attention au pillage classique, ne sacrifiez jamais la ventilation en coupant l'air frais juste pour faire monter l'humidité. Un air stagnant, c'est un terrain de jeu très dangereux pour les bactéries. Voilà, on a complètement déconstruit la complexité de ce sujet pour révéler les fondations solides de l'élevage des reptiles. Ce sont vraiment des créatures extraordinaires qui méritent un respect scientifique hyper rigoureux de leurs besoins environnementaux. Quand on applique ces principes à la lettre, l'animal ne fait pas que survivre, il s'épanouit vraiment. Mais face à tant de précisions requises, une question fascinante demeure. L'être humain est-il vraiment prêt à recréer Mère Nature dans un salon ? Abonnez-vous pour plus de vidéos simples et éducatives.